Tu as lancé? Bonsoir. Face à l'actu ce soir aura une connotation culturelle qui s'est peut-être également traditionnelle, avec, comme vous le savez, l'admission du Ngondo, cette fête du peuple Sawa, dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, donc dans l'universalité, dans la richesse culturelle mondiale. On va en parler à travers quelques reportages et qui c'est peut-être le commentaire de notre invité, qui lui-même est un artiste qui évolue dans un genre qu'on va certainement découvrir, Henri Lotin, designer. Bonsoir Henri. Bonsoir Dibita. Merci d'être de notre ce soir. Merci pour l'invitation. Comme vous le savez, Face à l'actu, c'est également quelques sujets de l'actualité, tels que rapportés par la rédaction de STV et ce week-end, ce dimanche. On reviendra, on l'a dit, sur le Ngondo, mais aussi sur la présentation du programme économique, financier, social de l'État fait par le Premier ministre, chef du gouvernement en début de semaine. On va également revenir sur un ou d'autres faits de l'actualité marquante. Alors Henri, c'est quoi un designer pour commencer? Alors, un designer, quand on pense à un designer au départ, on pense à celui qui fait du beau. Mais si on part du principe que le design, c'est à la fois un outil et un processus de résolution de problèmes, on se rend compte qu'en fait, un designer, c'est quelqu'un qui trouve des solutions à des problèmes. Donc maintenant, quand on dit designer, c'est très vaste. Bien sûr. Ok, c'est pour cela qu'il y a plusieurs disciplines dans le design. Il y a le design graphique, que la plupart des gens connaissent. Et on va donc parler des infographistes, comme on entend souvent, mais c'est designers graphiques en réalité, parce qu'ils font du graphisme, donc de la communication visuelle. Donc ils s'expriment à travers des graphiques, des visuels, pour faire passer le message d'un tiers à une audience spécifique. Mais il y a aussi un autre type de design qu'on ne voit pas très souvent ici, qui est le design stratégique, en fait, qui s'adresse vraiment à résoudre les problèmes des entreprises, les problèmes des entités à très grande échelle. Et un des outils de cette discipline-là, c'est le design thinking, qui est une approche que le design a trouvée pour résoudre ses propres problèmes et des problèmes de grande envergure qui peuvent concerner une ville, un pays et toute une économie. Donc ce n'est pas seulement du point de vue visuel, mais du point de vue de la réflexion critique. Donc c'est ça le travail d'un designer. Et moi, je fais le design plus orienté dans l'innovation, au niveau des business models pour gérer de nouveaux modèles économiques pour des entreprises et essayer de trouver des solutions pour qu'elles performent mieux déjà au niveau opérationnel et ensuite au niveau du marché. Alors comment on fait pour devenir designer? Y a-t-il une formation académique? Y a-t-il, je veux dire, dans l'environnement de l'apprentissage? Que faut-il faire? Quel est le schéma idéal pour y parvenir? Ok, on va mettre le design un peu dans les nouveaux métiers. Même si dans les faits, il existe depuis, ce n'est que très récemment, il y a moins de 60 ans, qu'on a formalisé, théorisé un certain nombre de choses. Donc pour devenir designer graphique, on peut commencer par une école d'art. On a par exemple l'Institut des Beaux-Arts en Balmayo, vers lequel on peut se tourner. Et ensuite, s'orienter vers tout ce qui est communication. Parce qu'il faut bien comprendre la communication, comprendre le marketing et associer maintenant les connaissances à l'art pour faire de la communication visuelle. Mais il y a d'autres bonnes écoles aussi qui arrivent parce que ça devient un besoin. Ça, c'est pour le design graphique. Pour le design web, j'ai eu des difficultés moi-même à trouver une école ici. J'ai dû donc m'orienter en ligne et j'ai trouvé une école en Australie où j'ai appris le design web. Il y a le design intérieur aussi qui se rapproche un peu de l'architecture, qui est vraiment la synchronisation ou bien la fusion, voilà, entre l'architecture d'intérieur et la décoration d'intérieur. Donc c'est aussi un type de design qui trouve des solutions d'aménagement d'intérieur pour des intérieurs déjà bâtis. Maintenant, le nouveau type de design le plus courant aujourd'hui arrive avec la montée en puissance
de tout ce qui est application web, application mobile, et tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui, qui a popularisé le travail des ingénieurs à la Silicon Valley, qui est le design produit. Donc lui nécessite d'avoir à la fois des connaissances en design stratégique, en design graphique, en design web et en programmation. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez l'apprendre. Donc maintenant, on a aussi des entreprises comme IDEO, comme Strategizer, comme Nielsen Norman Group, qui forment vraiment des designers au métier de design d'innovation. Voilà, donc voilà un peu ce qui est disponible maintenant à des très grandes universités américaines, anglaises et même indiennes qui ont commencé à mettre cela dans leur curricula, mais ce n'est pas encore répandu ici chez nous. Alors pour faire un peu concret, on l'a vécu cette semaine, ou du moins la semaine dernière, avec la fin de la célébration sur les bergeries de la fête du Ngondo. Quand on regarde une festivité comme celle-là, pour faire concret, en termes d'exemple, à quel niveau interviennent des designers? Si on prend quelques images, quels sont les traits qui marquent leur présence dans un événement comme celui-là? Bon, déjà, la conception de l'événement lui-même, c'est du design. Parce qu'il faut le programmer, synchroniser les actions, synchroniser les acteurs. Donc, c'est aussi une partie du design. Et le fait d'avoir communiqué sur l'événement, que ce soit par des affiches, que ce soit par des spots, c'est aussi du design. Donc là, on est dans le design graphique, dans la communication visuelle. D'accord. Donc, le design intervient de façon souvent très invisible, mais il est toujours présent. C'est-à-dire, même quand on voit les tentes qui sont posées, quand on voit les chaises, les fauteuils, c'est le travail du designer. Donc, ils font du design produit, du design industriel. Donc, le design est présent dans nos vies tous les jours. On ne s'en rend pas simplement compte. On va peut-être prendre le premier reportage, donc, puisqu'on y est. On va parler de l'admission, je l'ai dit dès l'entame, du Ngondo dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, donc dans l'universalité culturelle traditionnelle, qui c'est peut-être une réussite, un honneur pour le Cameroun et un honneur pour le peuple sawa. Le Ngondo, cette grande fête traditionnelle, rituelle, mystique et culturelle qui réunit tous les peuples côtiers camerounais chaque année, et ce depuis le XVe siècle, vient de faire son entrée dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité tenue par l'UNESCO. Le culte des oracles de l'eau et des traditions culturelles associées dont l'un des objectifs est de relier tous les Sawa de toute origine et de tous les milieux à leur mère nourricière, à savoir l'eau, est pratiqué chaque année de septembre jusqu'au premier dimanche du mois de décembre. Le Ngondo, qui se définit comme étant l'assemblée traditionnelle du peuple Sawa et dont le déroulé se fait en deux parties, l'une populaire et festive et l'autre sacrée, contribue fortement à la pérennisation des valeurs de fraternité, solidarité, de tolérance, de justice, de cohésion sociale, en plus de renforcer le rôle central des femmes dans la société Sawa. Le Ngondo, c'est aussi la promotion des soins de santé traditionnels et la transmission d'un savoir-faire médicinal ancestral basé sur des recettes thérapeutiques à base de plantes. Tous ces éléments et bien d'autres contenus dans le dossier Cameroun et défendus à ses assises de la 19e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel par la délégation camerounaise conduite par Sa Majesté Ekwala Essaka Dedo James, chef supérieur du canton d'Edo et représentant du Ngondo, marque au travers de cette reconnaissance internationale l'aboutissement d'un long processus entamé depuis des années et qui avait déjà été mis en lumière par l'inscription de cet événement culturel de grande envergure à l'inventaire général du patrimoine culturel matériel et immatériel au Cameroun. C'était en novembre 2019. Aujourd'hui, le Ngondo vient rejoindre la musique polyphonique des pygmées Aka de Centrafrique, les tambours du Burundi, la rumba congolaise et le ngwen dans le portefeuille des éléments représentatifs de la sous-région Afrique centrale. Le Ngondo, c'est également les divers mets du Grand Sawa, de Campo à Manfé. Le Ngondo, c'est toute cette richesse culturelle qui a été reconnue par l'universalité. Qui c'est peut-être un petit commentaire, Henri? Non, en fait, oui. Pas non, oui. C'est un immense honneur de pouvoir vivre ça en direct, d'être dans cette histoire, de dire j'y étais, j'étais vivant au moment où
Ça se passait, vous n'étiez même pas encore né. Donc je crois que c'est un grand pas pour le Cameroun, pour sa reconnaissance, parce qu'on a toujours été reconnu à travers des exploits individuels, que ce soit par le sport, que ce soit par la culture. Mais aujourd'hui, on a quelque chose de culturel qui englobe une communauté, qui englobe des communautés et qui fédère le Cameroun. Quelque chose comme le Ngondo au patrimoine immatériel de l'humanité, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le pays. D'accord. On aura certainement l'occasion d'avoir également la déclaration du président en exercice du Ngondo qui s'est exprimé juste après cette annonce faite du côté du Paraguay. Au Paraguay, Amérique latine, la communauté internationale tout entière, réunie à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de l'UNESCO, a honoré le Cameroun par l'inscription solennelle du Ngondo, Assemblée traditionnelle du peuple Sawa, culte des oracles de l'eau et des traditions culturelles Sawa, au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Cette reconnaissance est l'expression vivante de nos valeurs, de nos traditions et de notre lien sacré avec la nature et les ancêtres. Ce patrimoine reflète notre identité collective, la richesse de nos savoirs et notre rôle dans le dialogue interculturel mondial. En cette circonstance historique et exceptionnelle, le peuple sawa tient particulièrement à exprimer sa profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, pour l'implication permanente et l'accompagnement de tous les instants. Au gouvernement camerounais, singulièrement au ministre des Arts et de la Culture et auprès des instances internationales en vue de cette victoire. Le Ngondo remercie également l'UNESCO et ses États membres pour cette reconnaissance universelle. Elle est le témoignage du travail acharné accompli par les gardiens de la tradition, les associations culturelles et les experts dévoués à sa préservation, à sa transmission, à sa diversité et sa richesse plurielle. Désormais, le Ngondo appartient au Cameroun et à l'humanité tout entière. Au moment où le peuple sawa est distingué au plan universel, au moment où le peuple sawa est au sommet du monde du point de vue culturel, vous comprenez aisément que toutes les filles et tous les fils sawa dans le Sawaland de Campo à Manfé, vous comprenez bien qu'ils sont dans la joie, l'allégresse, je dirais la jubilation. Pour mieux comprendre cet état d'esprit, il faut le corréler, il faut le lier au contexte. Vous savez que il arrive à tous les peuples, je dis bien tous les peuples, qu'à un moment donné de l'histoire, à un moment donné de leur histoire, que les peuples soient traversés par des divisions internes. Et ces divisions sont, hélas souvent, génératrices d'un sentiment de doute. Aujourd'hui, cette belle victoire au plan mondial est venue rebooster le moral des Sawa. Il est venu redonner du tonus à leur fierté et surtout les reconscientiser sur leur place de choix, tant au niveau national qu'au niveau international. Mais c'est surtout le lieu, à mon humble avis, de rendre un vibrant hommage à tous les acteurs qui ont, au fil des siècles, su préserver et transmettre ce riche et foisonnant patrimoine sawa légué par nos ancêtres à travers le Ngondo. Car ce n'était toujours pas facile et ce n'était absolument pas évident que le riche héritage de nos ancêtres parvienne des siècles après à nous autres contemporains. Il faut pour cela mettre en exergue le fait que le Ngondo, a été tout au long de son histoire
en proie à des menaces diverses. Du point de vue politique, le Ngondo a toujours constitué un caillou dans la chaussure des diverses administrations. Que ce fut l'administration coloniale allemande, que ce fut l'administration coloniale française, ou que ce fut l'administration post-coloniale. C'est ainsi que l'administration allemande interdit le Ngondo, lequel Ngondo a pourtant été le moteur central de la signature du traité germano-douala de 1884. L'administration coloniale française, à son tour, voyant à travers le Ngondo une menace, le Ngondo fut interdit en 1947 par l'administration coloniale française. Vous vous souvenez que tout récemment, le régime Ahidjo, en son temps, avait aussi suspendu l'organisation du Ngondo au début des années 80. Alors vous voyez que le Ngondo, tout au long de son histoire, a été politiquement menacé. Du point de vue culturel, le Ngondo a été triplement menacé. Menacé par l'occidentalisation, menacé par l'urbanisation. La région du littoral est la plus urbanisée, notamment Douala, avec près de 5 millions d'habitants. Or, l'urbanisation est évidemment l'arrivée de d'autres cultures, fussent-elles de l'intérieur, qui doivent cohabiter avec la culture du Ngondo. Et il a fallu qu'au milieu de toutes ces cultures que le peuple Sawa a accueillies et a continué d'accueillir pour le vivre ensemble camerounais, il a fallu et il faut que le Ngondo puisse pouvoir résister pour sa survie. Et enfin, le Ngondo, du point de vue culturel toujours, a résisté à la mondialisation. Alors tout cela, le Ngondo a su vaincre tous ces défis. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Ngondo peut crier victoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est fiers de cette distinction internationale. On est fiers de tous ceux qui ont pu préserver ce legs, cet héritage ancestral. C'est une immense interpellation parce que, à présent, le Ngondo est la propriété du Cameroun tout entier. Le Ngondo est la propriété du monde. Et le Ngondo doit pouvoir relever ce défi parce qu'il ne peut plus simplement parler au Sawaland. Le Ngondo doit parler au Cameroun tout entier. Le Ngondo doit parler au monde entier. Et pour cela, il faut que le Ngondo puisse se régénérer. Il faut que le Ngondo puisse, tout en gardant son essence propre, tout en gardant sa souche identitaire, le Ngondo doit pouvoir parler à l'humanité tout entière. Et pour cela, il doit se réinventer. Et je puis dire d'ailleurs que le Ngondo y avait pensé depuis plusieurs années, parce que comme le dossier du Ngondo était engagé auprès des instances internationales, le Ngondo espérait naturellement qu'un jour, cette victoire puisse arriver. Et le Ngondo s'y est préparé. Le Ngondo s'y est préparé en mettant sur pied un démembrement, un organe spécial qui a été baptisé le Ngondo Foundation, qui a eu pour mission de s'occuper de tout ce qui est profane, de s'occuper de tout ce qui peut amener le Ngondo vers le futur sans toutefois en édulcorer l'essence. Et le Ngondo Foundation est prête pour ce défi. Le Ngondo Foundation, sous l'inspiration du Ngondo sacré, est prête à cet aggiornamento, à cette adaptation et à cette bataille du futur. Retour avec vous, donc, Henri, on va poursuivre pour davantage connaître. Est-ce que dans une ville comme Douala, votre métier, est-ce qu'on le demande? Est-ce que vous êtes sollicité? Est-ce qu'il y a le besoin dans notre environnement, Douala, le Cameroun? Je ne vais pas demander si ça fait vivre son nom, mais davantage si cet art est connu du public
et surtout s'il est mis au service du public? Je crois qu'il y a un besoin, il y a toujours un besoin. D'accord. Je crois qu'avant mon arrivée vraiment dans la profession, on n'utilisait pas beaucoup le mot designer pour désigner les gens qui faisaient mon métier. On parlait d'infographe. Ok. Et puis moi, avec le temps, j'ai ramené cette dimension stratégique qui permet d'identifier d'abord les problèmes et d'essayer d'y apporter des solutions justes. Parce que quand on identifie le mauvais problème, on le résout, en fait, on résout le mauvais problème, mais on n'a pas résolu le problème important des gens qui sont dans le besoin. Donc, je crois que ça prend du temps parce qu'il y a aussi un gros travail d'éducation que j'ai entrepris avec d'autres personnes, heureusement, pour sensibiliser les décideurs à l'importance d'avoir cette réflexion stratégique et d'avoir aussi ce souci de l'excellence opérationnelle. Donc, il y a du besoin, il y a du boulot. Comme il y a aussi de faibles barrières à l'entrée, il y a beaucoup d'imposteurs aussi qui se retrouvent dans le métier et on est tous assimilés. Et ce qui fait qu'il y a aussi notre travail d'éducation qui doit être fait toujours auprès des décideurs pour faire la part des choses entre les professionnels et les imposteurs, parce qu'il y a beaucoup d'entrées par effraction dans le métier. Absolument. Voilà, donc moi, mon idéal, il y a 10 ans, quand j'ai vraiment commencé le travail associatif pour tout ce qui est culturel, communication, était d'aller dans quelque chose qui ressemblerait un peu à un ordre national, pour pouvoir recenser tous les professionnels avec un minimum de niveau pour dire, OK, voilà ce qui te qualifierait de designer parce que tu as tel accomplissement, tu as pu réaliser telle chose, pour avoir aussi une traçabilité des gens qui rentrent dans le métier. Donc, on a eu une vague de personnes qui sont arrivées dans ce métier, qui l'ont bousillé et se sont enfuis vers un autre domaine. Et ça fait beaucoup de mal à une industrie qui commence à peine et qui n'est pas encore mature. Mais j'ai espoir avec de nombreuses écoles qui se sont ouvertes, avec l'initiative de l'État, notamment avec les instituts des beaux-arts, en dehors de Mbalmayo. Ils ont fait Konsamba, ils ont fait Fumban aussi, je crois bien. Donc, ils comprennent qu'il y a un intérêt à former les gens dans l'art, mais aussi dans les arts appliqués. Parce que l'art pour l'art, c'est bien, mais les arts appliqués, c'est ce qui développe. Et je crois que si le gouvernement en est conscient, ça veut dire qu'ils ont vu le potentiel. Et à Douala, plus que jamais, c'est une ville économique. Les entreprises ont besoin d'être concurrentielles. Bien sûr. Elles ont besoin d'être compétitives. Donc, avec l'afflux des produits étrangers, les produits nationaux peinent. Donc, quand tu ouvres ton frigo, tu vas voir combien de produits camerounais. C'est très rare parce que quand on arrive sur les rayons, ils ne sont pas attirants. Parfois, ils peuvent être de meilleure qualité que les produits importés, mais le packaging ne fait pas le travail. Donc, c'est à autant de niveaux où le design peut intervenir, et même parfois aussi au niveau de la communication, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la publicité, le niveau a franchement baissé. Et ça n'aide pas les entreprises aujourd'hui. Chaque fois que j'en parle, on me traite des grilles, on me traite de jaloux, parce que je ne suis pas sur les grands comptes. Je dis que non, c'est très facile de travailler sur les grands comptes. Il suffit de le faire pro bono et on va travailler avec tous les grands comptes qu'on veut. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on travaille pour nourrir nos familles aussi. Bien sûr. Mais cela dit, est-ce que vous êtes organisé en association, en structure? Est-ce qu'on peut répertorier au Cameroun le nombre de professionnels, designers qualifiés dans un fichier, pour ne pas me redire, répertoire? Est-ce que vous êtes identifié? Ça, c'est le travail qu'on avait commencé avec l'AIPAC, l'association des professionnels des arts graphiques au Cameroun. C'est une association qui existait déjà, que j'ai rejoint et que j'ai essayé de dynamiser un peu. On a assisté au FENAC, on a participé aux travaux sur les fédérations des métiers de la créativité. Mais ça a couché d'une souris parce que c'est un peu le monde des artistes, hein, c'est-à-dire eux-mêmes ne sont pas conscients de leurs problèmes, eux-mêmes ne sont pas conscients des enjeux qui entourent leur métier et ils sont les premiers réfractaires à ce que les choses soient organisées. Parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'imposteurs et ils profitent de ce désordre pour s'installer et se déployer. Si on essaie de normaliser les choses, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas trouver leur place et comme ça ne les arrange pas, ils préfèrent que les désordres continuent. Ça, c'est un travail que j'aurais pu faire avec le Pan African Design Institute, puisque je suis un peu en charge des statistiques, mais avec des petites enquêtes qu'on a lancées, ça n'a pas eu un écho favorable.
Donc avec l'AIPDA, qui est l'Alliance internationale pour le développement du design en Afrique, permettra peut-être avec de meilleurs outils d'aboutir à un fichier qui va recenser quand même si ce n'est pas tout le monde, au moins ceux qui comptent. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans votre travail en tant que créatif ou en tant qu'éducateur, mais surtout dans votre domaine de compétences? Déjà mon père. Je rappelle effectivement que vous allez peut-être dire un mot en passant au propos de votre papa. Voilà, donc Iboa Lotine, c'était quelqu'un de très exigeant. Et je ne sais pas si tu te rappelles notre vraie première rencontre. C'était une fédération de basketball de vacances. C'était au complexe Ekindi. Et je crois qu'il nous manquait des sous pour payer l'adhésion pour participer. Tu nous as dit non, les gars, je ne veux pas vous laisser partir comme ça. Il faut que vous fassiez quelque chose, que vous puissiez jouer. Il faut balayer le stade. Et on balaye, et on a un peu salopé le travail, excusez le terme. Et tu nous as dit, si vous n'êtes pas appliqué à nettoyer le sol, votre jeu sera pareil. Et je n'ai jamais oublié ça. J'ai jamais oublié ça. Et je me suis fait un devoir d'être toujours à la hauteur des exigences et même aller au-delà de ce qu'on attend de moi. Donc voilà des choses qui me motivent. D'accord. Alors, donc, est-ce qu'en termes d'identité structurée, les entreprises par exemple, est-ce qu'elles reconnaissent au moins votre valeur? Vous disiez tout à l'heure que finalement vous êtes comme un fourre-tout, comme si votre milieu a été pollué par des personnes qui n'ont pas forcément la formation, la qualification et la qualité de l'exercer. Mais dans notre environnement, qui c'est peut-être vos partenaires? Qui sont ceux qui sollicitent véritablement vos services en termes de spécialité? Ok, il faut déjà dire qu'au départ, ayant commencé vraiment par le haut du panier en travaillant pour la succession Iboa Lotine, quand on a sorti le coffret collector, on a été approché par Total EP et c'est là qu'on a mis la barre en fait. Et on a travaillé avec des entreprises de ce niveau-là qui ont des process internationaux et qui comprennent le travail à un certain niveau. Ça a été facile. Mais notre souci, notre envie, c'est de vraiment apporter notre expertise aux petites entreprises et aux moyennes entreprises du Cameroun, notamment du secteur agroalimentaire, parce que c'est là qu'il y a vraiment de l'intérêt à développer des marques. Parce que quand je suis brand strategist, mon travail, c'est vraiment de créer des marques. Et ça passe par le design, ça passe par la stratégie. Malheureusement, le travail de planification stratégique répugne beaucoup de promoteurs d'entreprises. C'est-à-dire, ils veulent faire de la promotion, vendre tout de suite, ne pas penser leurs produits en amont, réfléchir sur la distribution, réfléchir sur la pénétration du marché. Et c'est un peu ça qui pose la difficulté. Malheureusement, ça me chagrine un peu que la plupart de mes clients viennent de l'étranger parce qu'ils sont dans des marchés qui comprennent le besoin d'avoir un expert qui comprend la marque, qui peut créer une marque, qui peut développer une marque, qui peut installer une marque et la permettre de grandir. Au Cameroun, il y a encore beaucoup de court-termistes. C'est-à-dire, ils veulent, comme on dit au quartier, le la. Absolument. Et c'est ça qui nous empêche vraiment de nous déployer. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un marché où on vend un produit de luxe. D'accord. Cela dit, retournons à la régie, sous la conduite d'Eric Ngando, qui réalise ce programme ce dimanche, pour cette fois-ci parler de l'institutionnel, du moins des finances. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté en début de semaine, on l'a dit dès l'entame de l'émission, le programme économique et social, culturel et sportif du gouvernement pour l'exercice 2025. Suivez le résumé dans ce reportage de Olivier Bouzique. Le programme économique, financier, social et culturel pour l'exercice budgétaire 2025 intervient dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques fortes et une tendance à la fragmentation géoéconomique. Ajoutez à cela les phénomènes météorologiques extrêmes, les perturbations de la chaîne logistique des transports des produits de base, la volatilité des cours ainsi que la persistance des conflits affectant négativement la croissance mondiale. Face à ces challenges, l'économie camerounaise s'est caractérisée par une grande résilience, s'est réjoui le chef du gouvernement. En dépit d'un contexte international et national souvent difficile, marqué par de nombreuses crises sécuritaires, alimentaires et géopolitiques, le gouvernement a mené avec détermination des actions ayant conduit à des résultats notoires. Ainsi, la mise en œuvre du programme d'impulsion initiale de la SN230
en abrégé P21/SND30, s'est poursuivi de manière résolue. Il en est de même des programmes de reconstruction des régions du nord, de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. L'accent a également été mis sur l'implémentation du plan intégré d'import-substitution agro-pastorale et halieutique en vue de la réduction sensible du déficit de balance commerciale dans le secteur agro-pastoral. En termes de perspective, le gouvernement camerounais estime que le taux de croissance devrait passer de 3,8% en 2024 à 4,1% en 2025, selon le projet de loi des finances 2025 déposé ce 1er décembre 2024 à l'Assemblée nationale. Le budget de l'État au titre de l'exercice 2025 s'équilibre en ressources et en emploi à la somme de 7 317,7 milliards contre 7 278,1 milliards en 2024, soit une augmentation de 39,6 milliards en valeur absolue et 0,5% en valeur relative. Pour 2025, le besoin de financement de l'État se chiffre à 1 795 milliards contre 2 071 en 2024, soit une baisse de 275,1 milliards de francs CFA. Pour combler ce besoin, le gouvernement devra recourir aux instruments financiers habituels que sont les tirages extérieurs sur pré-projet, les émissions de titres publics, le financement bancaire entre autres. Cependant, la principale innovation du projet de loi des finances 2025 porte sur la poursuite du dégrossissement des chapitres communs tels que prescrits par le chef de l'État. Il convient aussi de signaler que la dynamique de baisse des subventions des prix des carburants à la pompe sera renforcée, celle-ci passant de 263 milliards en 2024 à 15 milliards en 2025. My main priorities, as usual, are very much the same. That is ensuring that the standards of the school are kept, ensuring that the children from primary schools will be able to come into secondary schools when they want, and also ensuring that we train children who can integrate into the Cameroonian society. We're going to have some new projects that we shall do in 2025. That is to say, we want to train people who can produce spare parts for machines in the technical schools, such as Ombe and in Yaoundé here in Nsam. I think that will help make that the country does not import machines, or that when we import machines, we're able to produce the spare parts that can be used whenever they are broken down. We have too many priority. First of all, we have to tackle this problem of contracts. We have to deal with it so that we can have what they call it, the quality of the execution, the quality of the tender box, and so on, so that we can validate all the program, we can execute the program, and we can see what is done on the field for the benefit of the population. De nombreux défis sécuritaires interpellent le ministère de la Défense pour l'année 2025. Entre autres, les crises de sécurité au nord-ouest, sud-ouest, dans le septentrion, la lutte contre le grand banditisme, la piraterie maritime, les accidents de la circulation, les trafics divers, la maintenance des équipements militaires nécessitent une enveloppe de 364 milliards 860 millions de francs CFA. C'est la requête formulée par le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense Joseph Betty Assomo, auprès des membres de la commission Ayayi. Pour sa part, le ministre des Affaires sociales a sollicité 25 milliards 225 millions pour l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Notre plan d'action sera axé déjà sur la prise en charge holistique des enfants déplacés internes du fait de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des enfants réfugiés dans la région de l'Est, et puis les enfants victimes de trafic et de traite. Nous allons également poursuivre, n'est-ce pas, la modernisation du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées de Yaoundé, des Touguébé, avec la finalisation de la première phase
et le lancement des travaux de la deuxième phase. Évidemment, nous finalisons l'opérationnalisation du centre de réhabilitation des personnes handicapées de Maroua. Pour l'exercice 2025, le ministre des Transports bénéficie d'une enveloppe de 57 milliards contre 97 milliards en 2024. Malgré la baisse, le ministre des Transports envisage de poursuivre les projets engagés dans les sous-secteurs de son département, notamment l'aérien, le routier, le maritime, le ferroviaire, la météorologie. Pour ce qui est du routier, le programme de prévention et de sécurité routière va se renforcer. Nous allons également améliorer le corridor rail-route entre Douala et N'Djamena. Pour ce qui est de transport aérien, nous allons mener des études pour la réhabilitation instruite par le président de la République des aéroports de Tiko, de Kribi et de Bertois. La lutte contre la corruption, les comportements déviants, les titres fonciers frauduleux font partie des projets du ministre du domaine du cadastre et des affaires foncières. 168 milliards seront alloués pour la circonstance. La mission première du programme principal est celui qui vise à renforcer le réseau géodésique national, qui permettra que les titres fonciers, il n'y ait pas double immatriculation et qu'il y ait une fiabilisation des titres fonciers qui sont établis. Renforcer le réseau géodésique national. Parce que ce n'est pas le même processus que nous allons poursuivre la mise à disposition des terres, des réserves foncières pour le projet gouvernemental. Avec son budget de 30 milliards, le ministre Mounouna Foutsou compte procéder à la finalisation et l'opérationnalisation de la politique nationale de la jeunesse. L'intensification du programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial, le PRONEG réamorce, parce que c'est ce programme qui conditionne l'autonomisation de la jeunesse et sa participation active au chantier de développement national. Et donc, nous allons, à travers le PRONEG réamorce et le programme national de volontariat, lancer une opération spéciale de recrutement et déploiement de 20 000 volontaires pour les engager dans les chantiers, les grands chantiers de notre construction nationale. Sur le plan sportif, 31 milliards ont été requis par le professeur Narcisse Molekombi avec en priorité la construction des infrastructures sportives, l'amélioration du cadre de travail de ses collaborateurs par la dotation de chaque région d'une délégation régionale moderne. Henri Lotin est l'invité de ce dimanche. On poursuit avec lui dans son domaine de prédilection, le designer, pour essayer d'en comprendre davantage et qui s'est peut-être suscité d'autres passions chez les jeunes. Comment liez-vous stratégie et créativité dans l'exercice de votre art, puisqu'il en est un? Oui, c'est à la fois un art et une science. D'accord. Et ça se voit, vous en parlez tellement de passion. Oui, il faut être appelé. Absolument. Et voilà, appelé, élu, parce que c'est une vocation en tant que telle. Parce que moi, j'ai aussi voulu être musicien, mais souffrir de la comparaison tout le temps avec Eboalotine, c'est difficile. Absolument. Parce que tu débutes, tu as 5 ans de carrière, on te compare à quelqu'un qui en avait 35 et on te dit, qui était au sommet qui était un génie, absolument. pour dire la vérité, qui était un génie. Je me suis dit, ok, comment est-ce que je pourrais m'exprimer? Toujours dans l'art et exceller. Okay. Et c'est comme ça que je découvre le design, je découvre le marketing et je me rends compte qu'en fait le design graphique c'est une extension du marketing et qu'en réalité quand on crée, on obéit à une stratégie. Okay. Parce que ce sont j'ai d'abord commencé en tant qu'autodidacte avant de faire des études de design en Australie en 2013. Mais je commence en 2008 en tant qu'autodidacte. Et je me suis formé tout seul avec des ressources, avec Internet. Et je me suis rendu compte que j'avais atteint un plafond de verre, donc j'avais atteint une limite. Il me fallait de l'aide. Et ça, c'est ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas accepter, qu'ils ont besoin d'aide. C'est-à-dire, vous pouvez commencer au niveau opérationnel comme exé, comme on dit souvent en agence. Vous commencez comme exé, vous exécutez ce qu'on vous demande de faire. Et il faut que vous avez suffisamment exécuté, que vous avez gagné en expérience, vous passez directeur artistique. Là, vous pouvez dire aux exés ce qu'ils peuvent faire, les diriger. Et ensuite, vous devenez directeur de création. Ça veut dire que votre compétence dépasse un seul domaine de prédilection. C'est-à-dire ça peut être uniquement de la création graphique,
Mais vous pouvez aller à la réalisation de spots publicitaires, donc vous avez le niveau d'un réalisateur, vous pouvez travailler avec des réalisateurs, vous pouvez travailler avec des gens qui vont planifier les campagnes, avec des planeurs stratégiques, vous pouvez travailler avec des concepteurs-rédacteurs pour rédiger les messages, les orienter. Donc c'est par échelle. Absolument. Donc on ne commence pas directement directeur créa et on commence à passer des ordres. Il faut gagner ses galons, comme on dit souvent. C'est-à-dire, on commence au bas de l'échelle, on apprend et on comprend. Heureusement, aujourd'hui, il y a par exemple une institution comme la Libre Académie des Beaux-Arts qui forme des designers, qui fait venir des designers internationaux pour confronter leur expérience aux jeunes, pour qu'ils comprennent que le métier a des strates. Et il faut se donner les moyens pour y arriver. Donc, en réalité, quand vous avez fini l'opérationnel, vous passez au stratégique pour améliorer votre qualité opérationnelle. Et la stratégie, c'est tout simplement l'art de réfléchir. La conception. Voilà. Et surtout l'art de réfléchir différemment. L'art d'être disruptif. C'est-à-dire d'aller à contresens. Parce que même le business, c'est de la stratégie. Vous devez choisir où vous allez vous battre avec vos concurrents et où vous êtes sûr de gagner. Vous n'êtes pas sur un terrain où vous serez vaincu automatiquement. Et pour cela, donc, vous devez mettre en place une stratégie qui vous garantit de gagner. Et comment voyez-vous l'évolution de l'exercice de ce métier dans notre pays, qui c'est peut-être en Afrique aussi? Avez-vous le sentiment qu'au fur et à mesure qu'on avance, il s'intègre, les gens comprennent mieux les interlocuteurs, les partenaires, les profanes? Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce que dans leur stratégie de développement ou, je sais pas, de mise en œuvre, de mise en place, les entreprises, même les privés, font appel à vos services pour une meilleure qualité offerte au public? Oh, bon, en fait, ils comprennent qu'ils ont besoin d'aide. C'est déjà un départ. D'accord. Parce que quand on vient nous voir, on dit, OK, vous dites que vous faites les marques et tout. C'est bien, mais nous, on veut vendre. Bien sûr. Donc, c'est la priorité de tous ceux qui s'adressent à nous. On veut vendre, on veut être plus séduisant, on va attirer plus de monde. Et nous, on prend cet appel à l'aide-là et on essaie de le transformer en une demande beaucoup plus formelle, en commençant par identifier les vrais problèmes. Parce que comme je dis que je suis designer, c'est qu'on règle même les problèmes opérationnels dans le fonctionnement d'une entreprise. Parce que quand on conçoit un business, on design un business, on pense à l'offre, au produit et à la manière dont l'offre et le produit sont délivrés. Quels sont les processus qui sont mis en place pour garantir que ce produit sera la même chose demain, après-demain, peu importe la personne qui intervient dans sa fabrication. Que ce service soit le même demain, après-demain, peu importe la personne qui intervient dans la façon de l'exécuter, enfin dans son exécution. Parce que c'est ça qui garantit que ça fonctionne. Parce que si aujourd'hui je prends une boisson gazeuse, je m'attends à un goût particulier, spécifique, parce que je sais ce que j'ai bu il y a 2 jours. Si aujourd'hui je la bois et que le goût a changé, et qu'après-demain le goût change, ce n'est pas une boisson fiable, je vais m'en séparer et aller vers quelque chose où je peux avoir le résultat prémédité pour dire je m'attends à ça, c'est ce que j'aurai. Et c'est un peu ça le vrai problème de beaucoup d'entreprises. Il n'y a pas de prédictabilité. Ils ne savent pas que si on fait ça, on aura ça. Et c'est notre travail en tant que designer de mettre ça en place. C'est pour cela qu'on crée des marques, parce que les marques sont des promesses. Et mettre en place tout l'ensemble d'éléments qui permettent de tenir la promesse fait en sorte qu'on a des entreprises qui font des promesses qu'ils tiennent. Alors, quelles sont les tendances clés qui sont peut-être du branding et du designer dans les années à venir? Les tendances clés, c'est qu'il y aura de plus en plus de buzz. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'attachent au buzz. Designer, c'était des mots tendance il y a une époque. Ensuite, c'était digital. Ensuite, c'était marketing digital. Après, c'était transformation digitale. Aujourd'hui, c'est branding. Les gens en parlent sans même savoir ce que c'est en réalité. Le branding est le processus intentionnel de création d'une marque, soutenu par le brand marketing, qui est l'ensemble des actions mises en œuvre pour installer la marque dans le cœur et les esprits des consommateurs. La tendance, c'est que les gens vont chercher de plus en plus des marques, puisque aujourd'hui, les produits font plus ou moins la même chose à quelques différences clés. Pourquoi quelqu'un mettrait 800 000 de plus pour avoir un téléphone parce qu'il veut un iPhone,
Mais c'est à cause de iPhone, la marque, pas à cause de l'objet, le téléphone. Et c'est ça la tendance aujourd'hui. Et comme j'avais fait la remarque, les entreprises camerounaises souffrent de ce que j'appelle l'absence de conscience de marque. Elles ne sont pas conscientes qu'elles sont des marques, elles ne sont pas conscientes qu'elles doivent développer des marques en vue de bâtir des relations avec leurs consommateurs ou leurs futurs consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus à la recherche de sens. Ils veulent s'identifier à quelque chose. Ils veulent se connecter à quelque chose. Ils veulent faire partie d'une communauté. Et ces entreprises camerounaises ne prennent pas conscience de cet état de fait, elles sont vouées à disparaître. Une autre entreprise d'arnaque à grande échelle a encore secoué le Cameroun, la capitale Yaoundé et plusieurs autres villes en ont du moins abritent plusieurs victimes. On parle de plus de 20 milliards de francs CFA d'emportés par les initiateurs de cette entreprise-là. Suivez plutôt. Le Cameroun en deuil. Sonron disparaît avec 20 milliards de francs CFA, titre Investir au Cameroun. Spécialisée dans l'énergie solaire, l'entreprise proposait à ses souscripteurs de faire des placements d'argent à partir de leur porte-monnaie électronique. Achat virtuel de matériel permettant de produire de l'énergie qui, à son tour, était vendu dans des pays européens. La rentabilité promise allait de 133 à 300%. Et comme toujours, certaines personnes disent en avoir profité, mais plusieurs autres se sont retrouvés face à une porte hermétiquement fermée alors qu'ils essayaient d'avoir des réponses rendues dans les locaux de la structure à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. En ligne également, fermeture de la plateforme. Sonron aujourd'hui, mais déjà hier, IAU, CUNED, MIDA, pour ne citer que cela. Nous, on a eu à travailler dans une autre petite entreprise, on a investi l'argent. Et par après, on nous parlait de réseau. Oh, ça a fait ceci, c'est monté, descendu. Pour finir, on n'a pas eu le retour, on n'a pas eu l'intérêt. On s'est prêt jusqu'à aller la faire à la justice jusqu'à aujourd'hui. On avait perdu 100, on avait investi 150 000 pour un intérêt de 75 000. Pour finir, l'intérêt n'est pas sorti. Le 150 000 n'est plus est encore en cours. On n'est pas sûr que ça va revenir ou pas. Des histoires qui servent de leçon. Le truc est déjà arrivé à certains Camerounais comme moi qui sont déjà abusés à travers ces acteurs de cette société-là. Ça ne m'encourage plus, ça ne peut plus m'encourager. Parce que même celui qui viendra étant même bon là, que j'ai déjà eu maintenant ce genre de trucs qui est arrivé. Donc je ne pourrais plus lui donner la confiance parce que le manque de confiance chez l'autre, ça abuse même l'autre. Vous jugez mon âge déjà à plus de 60 ans. Je vais encore aller où? Pour moi, c'est manger sur place, construire ma maison, rester dedans et vivre. Si les Camerounais semblent désormais plus avisés, quelles sont donc ces personnes qui continuent à accorder leur confiance aux entreprises de placement d'argent? Plus grave encore, comment parviennent-elles à s'installer au Cameroun? Qui sont exactement toutes les personnes derrière? Pourquoi les autorités camerounaises ne communiquent-elles pas avec véhémence sur ces sujets pour protéger les populations? Les personnes derrière ces sociétés ont-elles des relations avec les pouvoirs publics? Autant de questions qui demeurent sans réponse. On espère que les enquêtes, évidemment, permettront de mettre la main sur ceux qui ont opéré cette arnaque. Vous avez un commentaire? Oui. Quand j'ai vu le logo, il est très beau. C'est le travail d'un designer. Et l'offre telle qu'elle a été montée, c'est le genre de travail qu'une agence comme Lotine Corp aussi fait. On conçoit une offre, on la présente de façon à ce que les gens adhèrent. Maintenant, la différence entre ce genre de projet et les projets qu'on mène, c'est au niveau de la promesse. Ils ont fait une promesse qu'ils n'ont pas tenue. Donc c'est du mauvais branding, mauvaise image, etc. Donc quand on met en place une bonne stratégie de branding, de communication, cela suscite immédiatement de la confiance, surtout quand l'offre aussi qui l'accompagne est crédible. D'accord. Et c'est comme ça qu'ils ont pu abuser de la confiance de ceux qu'ils ont approchés. Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a des designers éthiques. Oui, mais on va peut-être pas faire le lien direct entre le designer
et l'entreprise, parce qu'on va vous passer une commande au départ pour faire un branding. Vous avez le sentiment que c'est sérieux, alors que derrière, en réalité, vos clients, vos partenaires l'utilisent à des fins malsaines. Je comprends. Je dis que même la structuration d'une offre d'arnaque, c'est du design. Hein. C'est de l'intelligence, c'est de la réflexion. Si on vous dit, faites-nous un logo pour Sunround, ou comment vous saurez que c'est une arnaque qui se met derrière? Généralement, quand je travaille avec des clients, je fais ce qu'on appelle la due diligence. Je me renseigne sur les promoteurs, je me renseigne sur leur business. Même si quand c'est une entreprise établie, je me procure leurs produits si c'est un produit physique pour effectivement voir si la promesse que je vais faire est vérifiable. En fait, une question d'éthique. Oui, pour une question d'éthique. S'ils disent nos chambres sont bien et ceci et tout, je me déguise en client mystère, je vais expérimenter le service. Et avant de commencer à travailler avec eux, je peux leur faire des remarques pour leur dire, OK, vous dites que vous êtes 5 étoiles, mais je me rends compte que vous êtes à peu près standard 3 étoiles, parce que je suis arrivé à la réception, voilà comment on m'a géré, quand j'ai commandé le café, voilà comment on m'a traité, quand j'ai fait ceci, et tout ça, c'est des choses qu'il faut corriger, puisque c'est la promesse que vous faites, il faut que vous puissiez la tenir. Donc ça, c'est vraiment la conscience professionnelle qui me dit, comme par exemple, tout ce qui est site de rencontres bizarres et tout ce qui est paris sportif, je ne touche pas. OK, donc, mais chacun sait pourquoi il est dehors, comme je dis souvent. On va empêcher personne de manger. Mais ce qui s'est passé avec cette entreprise est hautement condamnable parce que ça va mettre d'autres entreprises un peu plus sérieuses dans des problèmes parce que quand la confiance est brisée comme ça, pour la rétablir, c'est très difficile. Cela dit, entre autres activités ou alors génie, vous avez également écrit un livre sur un site internet que vous avez refusé de coder. D'abord, c'est quoi le livre? Déjà, c'est mon 4e livre. Parce que je suis auteur de 4 livres déjà. Donc, le tout premier, c'est le processus de création d'un logo, suivi de le guide pratique du freelance, puisque j'ai commencé comme freelance avant d'avoir une agence. C'est-à-dire, quand vous commencez en tant qu'indépendant, quels sont les pièges à éviter, comment structurer votre activité et éviter de vous faire arnaquer par des clients. C'était ça l'objet de ce 2e livre. Le 3e livre, c'était le processus de création d'un site internet où il fallait connaître les étapes par lesquelles il faut passer pour avoir un site internet performant qui est capable de vendre vos services pendant que vous vous reposez. Parce que vous avez un vendeur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui fait le gros du boulot pour vous. Mais c'était un livre qui était un peu technique parce qu'il y avait beaucoup de codes dedans. J'ai donc été approché par une maison d'édition en France, Gérézo, pour écrire un livre beaucoup plus simple où on ne va pas coder. Parce que le codage demande des compétences spécifiques. Mais avec la montée en puissance des outils What you see is what you get, en glisser-déposer, on peut construire facilement des interfaces et des sites web complets qui peuvent faire le même travail et avoir l'apparence du travail fait par un professionnel. Donc, dans le cadre de ce livre, j'ai essayé d'expliquer aux gens que l'aboutissement du site internet, c'est-à-dire l'objet fini où vous pouvez naviguer, n'est qu'une conséquence d'un processus beaucoup plus élaboré. Parce qu'en fait, un site internet est un outil marketing. Bien sûr. On ne peut pas concevoir un outil marketing sans connaître les bases et les fondamentaux du marketing appliqués à la petite entreprise. Parce que je ne l'ai pas écrit pour de grandes entreprises, je l'ai écrit pour des petits propriétaires d'entreprises, des propriétaires de petites entreprises, voilà, qui n'ont pas forcément les moyens de recruter un cabinet ou bien des experts et qui ont le temps nécessaire à consacrer à la création de cet outil-là sans avoir besoin d'une compétence quelconque en codage. Et sur le plan des retours, vous avez le sentiment que vos ouvrages sont... Pour les autres, ils ont été auto-édités, ils se sont plutôt bien vendus parce que je les vendais sur mon site sous forme de PDF et puis distribués par Amazon. C'est un peu difficile parce que je n'ai pas tout le réseau du distributeur qu'un éditeur pourrait avoir. Mais mon nouveau livre, qui est sorti en France en octobre, le jour de sa sortie sur Amazon, a été en rupture de stock. Ça veut dire qu'il y avait un besoin. Et aux dernières nouvelles, le dernier trimestre 2024, il avait déjà vendu presque 600 exemplaires. Ce qui est plutôt pas mal pour un livre technique. Donc on attend cette année pour voir comment est-ce qu'il s'est comporté au niveau des ventes. Mais comment gérez-vous les différences d'opinion dans vos collaborations? À l'époque, j'étais très vindicatif, j'étais très péremptoire. Du chic-au-tac.
Oui, du tic au tac parce qu'il y avait beaucoup d'ignorance, parce que l'orgueil de la jeunesse, c'est moi le professionnel, je sais ce que je fais, alors vous la fermez. Ça s'est passé, il y a beaucoup plus de maturité, j'apprends à écouter les clients, parce que je n'ai pas forcément raison tout le temps. Et le fait aussi d'avoir une perspective de quelqu'un qui n'est pas dans le métier permet d'avoir un regard neuf. Donc je me suis donné comme consigne d'écouter le client avec lequel je travaille, prendre en considération son avis, puisque à la fin, c'est lui qui va vivre avec le travail. Bien sûr. Bon, mais maintenant, on peut coincer, ok, parce que je me rappelle d'un travail qu'on a livré en 2020, et le client n'était pas content du tout. Il a dit non, il ne prend pas ça. C'est pas ça qu'il a demandé, il ne veut pas ça. D'abord, pourquoi on n'a pas fait 3 propositions? Et là, je lui ai posé une question. Vous voulez un immeuble? Est-ce que vous en construisez 3? Vous en choisissez un et on détruit les 2 autres? Il me dit non, ce n'est pas la même chose. Je dis c'est exactement la même chose. C'est pour cela que le travail de planification est important. C'est pour ça que la base stratégique doit être solide. Et on a rédigé un document de presque 60 pages pour le convaincre de la solidité de notre recommandation. Parce que moi, je ne fais pas de proposition. Je fais des recommandations. C'est quoi la nuance dans votre jargon? En fait, la proposition, c'est du genre, OK, je te propose ça, vois ce qui t'arrange. OK. Tu fais le choix. Or, une recommandation, c'est, au vu des recherches qu'on a faites, au vu des retours du marché, au vu de tout ce qu'on a récolté pour mettre en place la stratégie, la meilleure solution, pour ne pas dire la solution la plus optimisée pour résoudre le problème et atteindre les résultats qu'on est en train de vous promettre, serait celle-ci. Et on part donc sur cette base-là, qu'on itère, qu'on améliore au fur et à mesure pour trouver un consensus entre vous et nous, mais surtout entre vous et le marché. Alors, quel conseil vous donnerez-vous, fort évidemment de ces expériences, échecs, réussites et autres, à quelqu'un qui se lance dans le branding et dans le designer? Dans le design et dans le branding, en fait, il faut être curieux. Ok. J'ai souvent tendance à dire, plus j'apprends, plus je découvre l'étendue de mon ignorance. C'est-à-dire, parfois on a l'impression qu'on sait, mais plus on avance dans l'étude, plus on avance dans la recherche, plus on est poussé à l'humilité, parce qu'on se rend compte, c'est-à-dire de l'océan de choses qu'on ignore. Et plus on avance, plus cet océan s'agrandit. Donc, la remise en question permanente, la mise à niveau permanente par des formations, par des masterclass auprès de prédécesseurs, ok, pour apprendre. Et moi particulièrement, j'ai cette tendance-là à encadrer. En tant que devancier, vraiment, j'encadre beaucoup. Je mentore jusqu'en Afrique de l'Ouest. Il y a un jeune menti que j'ai commencé à mentorer depuis l'école de cinéma en Inde et que je continue à mentorer depuis son arrivée au Cameroun, par exemple. Donc, je reste très ouvert. C'est pour cela que j'écris beaucoup. C'est pour ça que je fais beaucoup de e-books gratuits. C'est pour ça que je publie tous les jours sur mes profils sociaux, notamment sur LinkedIn, et que j'ai 2 newsletters, une qui sort le lundi sur le branding et le design, et une qui sort le vendredi pour la gestion de la petite entreprise. Parce qu'à la base, j'ai une formation de comptable et gestionnaire d'entreprise. Alors, comment maintenir sa crédibilité face aux critiques auxquelles vous faites face au quotidien, certainement? Récemment encore, je rappelais à mon épouse que mon héritage est solide. C'est-à-dire? Je suis auteur de 4 livres. Montrez-moi un designer qui a écrit 4 livres au Cameroun, ou en Afrique francophone, ou même en Europe. Montrez-moi, ils ne sont pas nombreux. Montrez-moi quelqu'un qui produit du contenu de valeur pour les entrepreneurs et pour les gens de son métier. Puisque j'ai un e-book de 475 pages que je donne gratuitement, il y a déjà plus de 600 personnes qui l'ont téléchargé. J'ai mes newsletters qui, cumulés, sont à peu près à 12 000 abonnés. C'est ça la crédibilité. Maintenant, comme je dis, je peux me tromper, mais j'ai toujours un point de vue qui est appuyé sur des arguments. Parce que le simple fait de dire « je n'aime pas » n'est pas suffisant. Il faut dire « je n'aime pas parce que ». Et même dire « je n'aime pas » n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de dire « ok, dans la pratique, dans les normes, voilà comment les choses se passent. » Et quand je vois ceci, ça ne se passe pas selon les normes. Vous auriez dû faire ceci, ceci, ceci ou cela. Maintenant, je ne sais pas ce qui vous a motivé, je serai ouvert et intéressé à comprendre ce qui vous a poussé à faire les choses de cette manière.
Voilà un peu comment j'aborde des choses. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus virulent, surtout quand j'avais mon compte Facebook que j'ai supprimé récemment parce que j'en avais un peu marre. Des retours. Des retours. Quelqu'un qui dit, OK, vous voyez bien son profil, agronomiste et tout. Je ne suis pas du métier dans le marketing, mais je peux vous dire que vous vous trompez. Chef, excuse-moi. Donc, c'est aussi ça un peu la dérive des réseaux sociaux. Tout le monde pense qu'il peut donner son avis sur tout. Et parfois, il faut faire la part des choses. Donc, à l'époque, j'étais très violent. J'étais à la limite insultant. Je le reconnais aujourd'hui, je m'en excuse. D'ailleurs, même, c'est par ça que je commence pour mon livre qui sort en mars de l'année prochaine, parce que je sors un autre livre en mars de l'année prochaine, dont je suis très prolifique. J'écris tous les jours, j'ai des newsletters. Donc, c'est ça qui me permet d'être crédible. Et puis, les résultats que j'ai avec mes clients. Donc, quand un client se lève pour dire on a bossé avec Henri et son équipe, voilà comment ça s'est passé, voilà les résultats que nous avons obtenus, c'est ça aussi qui crédibilise. Parce que le fait de dire, OK, il y a des gens qui sont très forts en théorie. Hein. Parce que quand j'entends certains enseignants, je dis waouh, c'est extraordinaire. Mais quand j'entends qu'ils sont impliqués dans une campagne de communication qui était exécutée d'une certaine manière, je commence à avoir des doutes. Donc, c'est sur le travail. Parce que j'ai dit aux gens, moi, j'ai commencé en tant qu'amateur, quand on a lancé le coffret collector et Boilotte en 2009. Mais montrez-moi un produit qui se rapproche de ça sur notre marché jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le goût pour l'excellence. Et c'est ça qui me rend crédible. Quand j'ai, par exemple, contribué au vote du monument du cinquantenaire pour le littoral, j'avais à peine 30 ans. Ce sont mes faits d'armes. Je suis là depuis un moment. On ne va pas dire que c'est parce que j'ai duré que je suis bon. Non, c'est parce que j'ai passé mon temps à travailler toute cette période. C'est ça qui me crédibilise. Mais malheureusement, l'oubli est la ruse du diable. Beaucoup de mes congénères, pour ne pas dire mes contemporains, n'ont pas dit la vérité aux jeunes. Ils n'auront pas dit que non, ça c'est Henri, ça c'est Henri, ça c'est Henri. Au point où parfois je prends la parole, on me demande que toi tu parles en tant que qui? Et ça fait très mal. C'est pour ça que parfois je prends sur moi de raconter mes faits d'armes. Parce que personne ne le fera pour moi. Je m'en suis rendu compte. Comme par exemple l'article que je t'ai envoyé pour préparer l'émission. J'ai dû le faire moi-même parce qu'à un moment, on passait le temps de me remettre en question. Que toi, tu as déjà fait quoi? Et je leur ai dit, j'ai fait ça, vous étiez encore sur les bancs. J'ai commencé à travailler, beaucoup d'entre vous ne savaient même pas qu'ils devaient faire la classe de première. Donc comprenez que pas parce qu'on a plus ou moins le même âge qu'on a commencé le métier au même moment. Moi, j'ai dû le faire par nécessité. Parce que Madame Eboilette s'est assise, elle a dit, on ne peut pas oublier mon mari. On vous a envoyé à l'école, réfléchissez à quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est par nécessité et par accident que je me retrouve dans ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai aimé ça plus que la musique. Et j'ai pu faire carrière dedans. J'écris les livres pas pour me faire valoir, non, mais c'est pour partager le peu que j'ai appris, pour que les gens puissent avoir un raccourci dans leur processus d'apprentissage. Pour leur dire, voilà les erreurs que j'ai commises, ne faites pas les mêmes que moi. Mais le fait de dire à quelqu'un ne fais pas ça ne signifie pas qu'il ne le fera pas. Mais au moins, il saura à quoi s'attendre quand il s'engage sur une voie. Je crois que c'est aussi à ça qu'on sert, nous, les devanciers. Quand je suis arrivé dans le métier, dans la communication, il n'y avait personne qui avait fait ce travail. Il n'y avait personne qui avait fait ce travail. Les portes m'ont été fermées. À part M. Daniel Nélé, il y a aussi Olivier Cassi, Armand Thierry-Nguélé, voilà les gens qui m'ont tenu la main, qui m'ont permis de commencer au moins à comprendre en quoi consiste le métier. Et moi, pour me venger de tout ça, pour dire que vous m'avez fermé les portes, moi, je veux ouvrir les miennes. C'est pour ça que j'ai commencé à conseiller, à recevoir des jeunes inbox, parfois à en recevoir dans mon bureau, leur expliquer le métier, et que je me suis lancé dans la formation très tôt. Parce que ma durée dans la formation est équivalente à ma durée dans le métier. J'ai commencé à former à peine 2 ans après être entré dans le métier. Donc, alors, oui. Quels sont vos projets futurs? Comment voyez-vous votre avenir à moyen, à long terme dans cet environnement qui n'est pas forcément favorable? Mais l'environnement qui n'est pas favorable est un grand catalyseur. C'est un grand boost. Et je suis très heureux d'être au Cameroun dans un environnement compliqué. Pas de façon toujours péjorative, mais on se comprend un peu. Ça vous motive? Ça vous permet d'aller au-delà de vos... Au-delà de mes retranchements, parce que je me dis, si je m'en sors au Cameroun, je m'en sortirai partout ailleurs. Okay. Parce que c'est aussi ça. Et puis je me dis, si je le fais pas au Cameroun, où est-ce que je le ferai? Je suis d'abord camerounais, avant d'être autre chose. Donc, mes projets vont plus s'orienter vers l'éducation. Parce que j'ai l'occasion aujourd'hui de travailler avec de grandes institutions locales et nationales pour faire avancer les choses dans le pays. C'est une position privilégiée à tous les niveaux. Mais ce qui me tient à cœur, parce que je me rappelle, il y a 12 ans,
j'avais souhaité être à l'origine d'une réforme de l'éducation. Pour l'instant, c'est hors de portée, donc je vais me contenter d'une réforme de la formation professionnelle. Et ça, c'est la suite de mon projet que j'ai débuté en 2014 avec l'Océan Corp Academy, parce que j'ai remarqué que la plupart des promoteurs d'établissements commencent par construire le bâtiment, créer la société et chercher des enseignants. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai commencé par former les formateurs. Parce que je veux que ceux qui forment dans mon école soient des gens qui ont fait le terrain, soient des gens qui ont reçu mon enseignement, qui ont les mêmes bases, les mêmes valeurs, et qui peuvent inspirer les étudiants face auxquels ils vont se trouver. Un enfant qui rêve de faire de dessin animé a pour enseignant quelqu'un qui a travaillé dans l'équipe de Minga et la cuillère cassée, le mystère de Waza, ne sera pas inspiré? Il sera inspiré. C'est ça la démarche aujourd'hui. Mettre en place un établissement qui va former dans les chaînes de valeur des industries culturelles et créatives. Donc on va commencer par 5 filières principales. Musique, mais dans musique, je mets composition et arrangement musical. Je mets ingénierie de son, que ce soit pour studio, que ce soit pour live, parce qu'on ne peut pas faire de cinéma, on ne peut pas faire de dessin animé sans musique. Ensuite, animation 2D et 3D. Développement d'applications. Bon, dans l'animation 2D, 3D, on va mettre une partie jeux vidéo aussi, parce que tout ça fait partie vraiment de toute l'industrie, parce que si on ne met pas tout ça ensemble, on aura du mal à exister. Et enfin, on aura une partie développement, comme je dis, pour les jeux vidéo, etc. Donc voilà pour la suite. Donc le projet sera lancé l'année prochaine de façon officielle. Ah voilà, j'avais oublié, 5e filière design d'intérieur. Parce que quand on a un plateau télé, on a un plateau de cinéma, il faut des gens qui sachent comment l'aménager. Et même s'il y a des ressources limitées, comment, à l'aide de bonnes techniques d'architecture d'intérieur, mettre en place tous ces éléments pour donner l'envie aux spectateurs de rester devant le programme. Donc voilà un peu ma vision pour la suite. Donc c'est ce qui nous attend l'année prochaine. Quelles sont les compétences individuelles qui pourraient vous prédisposer à mieux vous épanouir dans le design? Dans le design, en fait, c'est avoir déjà beaucoup de créativité et beaucoup de patience. Parce que moi, ce qui m'a fait quitter le dessin, c'est que j'ai longtemps manqué de patience. C'est avec le temps que je commence à devenir patient. Et c'est pour cela que je dis, celui qui dessine a déjà cultivé la patience. Il a déjà cultivé le sens de l'observation. Et quand on a ces deux qualités-là, à la limite, c'est le ciel. Et l'encadrement aussi est important, parce que quand on regarde mon parcours, il est un peu chaotique. Et c'est pour cela que je veux mettre en place des cursus qui permettent à des jeunes doués et talentueux de ne pas aller perdre du temps dans des filières qu'ils n'aiment pas, où ils seront malheureux en attendant de trouver quelque chose à faire. C'est en fait ça qui me motive. Et je voudrais que ces jeunes comprennent qu'il y a de l'espoir. Parce que l'idée, c'est de faire un peu comme en Inde, où on peut être un hub d'outsourcing pour dire il y a beaucoup trop de travail de l'autre côté, on ne peut pas le gérer tout seul, on délocalise une partie de travail au Cameroun. Parce que ça coûte moins cher et parce qu'il y a aussi de la bonne qualité en termes de main-d'œuvre. C'est un peu ça la vision que j'ai actuellement. Un nouveau stop dans cette émission. Prenons cet autre reportage et puis derrière, on va poursuivre, qui c'est peut-être pour terminer l'échange de ce soir avec l'invité Henri Lotine. Marché Mokolo dans le 2e arrondissement, voici le nouvel hangar flambant neuf construit pour le recasement des vendeurs à la sauvette. Les manœuvres sont dans les derniers réglages de ces travaux qui se sont déroulés sans anicroche. Les travaux sont bien passés parce que depuis l'ouverture jusqu'à ce jour, vous avez suivi dans le monde qu'il n'y a pas eu d'incident grave. Aucun enfant n'est tombé par terre ni amené à l'hôpital. L'édifice, don de l'honorable Paul-Éric Djomgoué, sera bientôt mis en service. Ce qui pourra non seulement désengorger les routes, réorganiser ce secteur, valoriser davantage les vendeurs à la sauvette. Avant, on nous taxait des hommes qui ne réfléchissent pas, les sauveteurs. Aujourd'hui, parmi les sauveteurs, il y a des licenciés, il y a des bacheliers, il y a presque tout. Parmi nous, il y a même certaines brebis galées, les oiseaux des mauvais augures, qui tirent nos camarades parce qu'ils sont habitués à prendre de l'argent en route. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons accompagner l'État. Et c'est pour cela que nous acceptons, nous passons tout avec nos camarades présidents des associations à sensibiliser nos camarades de regagner ce site
Parce que pour nous, c'est pour toute la vie. Et nous sommes fiers de cette réalisation-là. Le parlementaire s'est rendu sur le site afin de veiller à la bonne exécution des travaux en présence des présidents des associations de vendeurs à la sauvette. The city of Douala is alive with the enticing colors of plantains as the third edition of the Banana Plantain Festival opens today, running from December 5 to 8, 2024. This festival celebrates the importance of plantains and bananas in Cameroon, both as a staple food and an economic crop. To launch this third edition of the Festival of Plantain in Douala, you know that plantain is a very important foodstuff for our population, and plantain will help us to achieve food security. Besides the food security, plantain is a huge opportunity for youth and women employment, because we have many varieties of derivés of plantain. We have fufu, we have fried, we have even alcoholic beverage and other products from plantain. With exhibition fairs at the Party House in Bonanjo, the festival showcases the entire plantain and banana value chain through exhibition and business stands. Attendees will participate in workshops and networking sessions on export processes, financing methods, and agricultural techniques, while enjoying cultural performances, dancing, evenings, and live music. We need to modernize the production. We need to increase the productivity in order to increase the income of the farmers. We need to reduce post-harvest losses by putting in place many storage facilities like cooling rooms, and we need to process plantain in our country in order to add value. A special highlight is the gala football match between the national teams of Cameroon and Brazil at the Japoma Stadium this Saturday at 8 p.m. J'ai voulu dire aux jeunes aujourd'hui que tout Camerounais peut prendre son bic, écrire au président de la République, et le président de la République répond favorablement. Il faut qu'on comprenne que nous avons un monde aujourd'hui. Si on vend les armes à crédit, comment ne pas vendre la banane plantain à crédit? The festival underscores the nationwide importance of plantains and bananas, providing a platform for knowledge exchange, business opportunities, and cultural expression, making it a must-attend event for anyone interested in those vital crops. It will continue in Yaoundé from December 12 to 15, 2024. Retour sur le plateau, poursuit dans ce domaine de la création, de la créativité, du design, avec Henri Lotine qui est l'invité ce soir. Dites-nous, est-ce qu'il y a un apport des pouvoirs publics? Est-ce que sur le plan institutionnel, ce secteur est structuré, aménagé, suivi pour qui s'est peut-être impacté la société? Vous êtes associé à quel ministère? Art et Culture. Je veux dire, pour revenir sur ma question, y a-t-il une structure institutionnelle dans votre domaine? Oui, tel que ça a été structuré à la base, c'est dans l'art et la culture, mais on dépend aussi de la communication. OK. Puisqu'on fait de la publicité aussi. Donc c'est là que j'ai dit, les gens à Yaoundé se sont assis dans un bureau sans consulter les praticiens du métier pour leur demander comment est-ce qu'on pourrait organiser les choses. Parce qu'on intervient à tellement de niveaux, même la formation professionnelle. OK. Donc c'est ce qui m'a un peu gêné avec la mise en place des fédérations, avec la nouvelle loi sur les arts et la culture. Et je me suis dit qu'on n'a malheureusement pas beaucoup de personnes au niveau des institutions qui se préoccupent de savoir quels sont les besoins des professionnels. OK. Donc le seul ministère qui essaie de faire un peu des efforts, c'est celui de l'emploi et de la formation professionnelle, où on fait appel parfois à des professionnels, mais je me demande souvent ils vont les chercher, parce que quand on lit les référentiels, on se rend compte que c'est très éloigné des besoins du terrain. Mais au moins ils font cette démarche-là, d'associer des professionnels pour rédiger des référentiels de formation. Donc il y avait une formation, je crois la toute première, c'était graphisme de production, qu'on appelait vaguement infographie, et webmaster.
Mais récemment, je n'ai plus vu graphisme de production, mais ça doit toujours être là. Et ils ont lancé marketing digital, et quand je vois comment c'est rédigé, ils ont lancé développement web, quand je vois comment c'est rédigé, je me suis dit, peut-être qu'ils ne cherchent pas aux bons endroits. On ne peut pas tous être à Yaoundé. Mais au moins, quand même, quand on se renseigne, on sait qui fait quoi. Si on est un peu curieux, on sait au moins qui fait quoi. Et c'est ça qui dérange un peu. C'est pour cela que moi, par exemple, j'ai pris la liberté de concevoir de nouvelles formations et de rédiger des référentiels avec des professionnels de chaque métier. Si, par exemple, je dis je vais rédiger un référentiel sur la création de jeux vidéo, je ne vais pas le faire à tête levée. Il y a des Camerounais qui ont déjà réalisé des jeux vidéo, qui sont commercialisés, qui ont fait le tour du monde. Et c'est avec eux que je vais travailler, puisque c'est eux aussi les futurs employeurs, des gens qu'on va former. Donc ils savent ce qu'ils attendent d'un professionnel à un poste précis. Donc moi je me rappelle à une époque, quelqu'un m'avait dit, tout le travail d'éducation que tu fais là, tu devrais être subventionné. J'ai dit, peut-être, mais je ne vais pas attendre ça. Donc c'est avec cette nouvelle initiative que j'attends vraiment une implication d'institutions publiques pour accompagner, parce que j'ai été invité par le recteur de l'université de Douala à l'Institut des Beaux-Arts de Konsamba pour faire une conférence. Ils sont, je crois, dans les bâtiments de Léniège pour l'instant. Et sincèrement, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Et je pense que l'apport du privé pourrait être un peu plus substantiel au niveau de l'accompagnement, au niveau de l'inspiration et même au niveau de la production. Parce que quand vous voyez ces jeunes-là, vous les formez par exemple, je dis n'importe quoi, en cinéma. Est-ce qu'il y a une grosse production cinématographique qui va permettre d'absorber tout ce monde qui va sortir? Ou ne serait-ce que d'absorber les 5 meilleurs? Ça, c'est en fait la vraie réflexion que nous devons, nous, professionnels de la formation, nous, professionnels du métier, mener avec les institutions. Et justement, dans les formations, quelles sont les techniques précises qui sont dispensées, qui sont, je sais pas, aux apprenants, à ceux qui sont curieux de savoir, qui sont intéressés par ce domaine? Quels sont les axes que vous touchez? Ok. Ce qui m'a séparé de tous mes précédents employeurs en formation, c'était le fait de former des robots. On veut former des gens qui sont capables uniquement d'utiliser des logiciels et qui ne font pas appel à leur créativité au niveau stratégique ou de, je vais dire ça, de pensée critique, si je peux dire ça comme ça. Tous les établissements où j'ai voulu imposer l'enseignement de l'introduction à la communication visuelle, on ne m'a pas vraiment laissé faire. Or, si aujourd'hui on a des professionnels qui sont incapables de comprendre le fonctionnement d'une entreprise, qui sont incapables de comprendre le marché, qui sont incapables de comprendre la psychologie du consommateur, qu'est-ce qu'ils vont produire comme support de communication? Que ce soit une affiche, que ce soit un spot télé, que ce soit un spot animé, qu'est-ce qu'ils vont produire? Ils vont comprendre quoi? Et je crois que c'est ça qu'il faut d'abord enseigner. Enseigner le métier. On est dans quel métier? On est dans le marketing et la communication. C'est par ça qu'il faut commencer comme fondation, avant d'enseigner maintenant les techniques de composition, le choix des couleurs, la composition typographique, les mises en page, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on met en place un plan? Mais déjà, comment est-ce qu'on rédige un scénario? Comment est-ce qu'on étudie un scénario? Comment est-ce qu'on l'interprète? D'accord. Si on intervient dans une chaîne de valeur, au moins on doit comprendre comment ça se décide en haut pour arriver à notre niveau et mieux interpréter les choses pour avoir une exécution parfaite. Je crois que c'est des choses sur lesquelles on devrait mettre l'accent, mais sur lesquelles on ne met pas encore l'accent aujourd'hui. Henri Lotine, on va certainement s'arrêter à ce niveau. Pour vous dire merci de cette expertise partagée avec beaucoup de passion, beaucoup d'émotion. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi pour l'opportunité de me permettre de présenter ce métier multifacette qu'est le design. Merci à vous à la maison d'avoir regardé Face à l'actu de ce dimanche. On en était à parler de culture, un peu de tradition aussi, mais surtout du design, cette autre activité qui peut susciter de nouvelles passions, qui peut susciter de nouvelles vocations et qui sait peut-être dans laquelle la jeunesse peut également s'épanouir. Demain, c'est lundi d'emblée. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir et à dimanche prochain.